Bonjour les amis, aujourd'hui je vous parle de ce document que je vous avais promis, qui est un document à vendre qui sera disponible sur ma boutique en ligne dont je mettrai le lien. Vous pouvez déjà visiter la boutique, le document sera disponible dans les prochaines heures. C'est un document qui coûte 20 €, c'est la carte du monde des ressources énergétiques et leur impact sur la santé et l'environnement. Parce que depuis que nous avons commencé cette aventure, ça fait maintenant plusieurs mois, j'ai fait près de 90 vidéos. Je vous ai parlé des ressources énergétiques disponibles, je vous ai parlé un peu de géopolitique des énergies renouvelables, dont l'hydrogène blanc. Et je vous ai parlé aussi de diplomatie des matières premières, diplomatie de la santé. Je vous ai parlé de mes actions pour la santé et l'environnement au sein du maillon associatif et de mes différentes publications de mes 5 essais sur la santé et l'environnement, sur le développement durable, sur la politique concrète, ou plus précisément sur le développement durable à l'épreuve de la politique concrète. Aujourd'hui, je vous parle de ce document qui va faire un peu le tour du monde. C'est un peu ce qu'on a fait. Je vous ai parlé d'un axe fort qui est en train de se construire dans le monde, où il y a plusieurs pays qui se situent de l'Asie du Sud-Est à l'Asie centrale, qui rejoignent l'Europe, qui sont des pays riches en ressources énergétiques, qui intéressent beaucoup l'industrie, le secteur de l'industrie pour le développement de différents pays de l'Union européenne, du Canada, etc. et même des États-Unis. Et même les pays concernés par ces ressources énergétiques, comment ils peuvent exploiter au mieux ces ressources pour leur développement, pour diversifier leur économie. Ceux qui sont dépendants du pétrole, pour sortir de la dépendance du pétrole, en sachant que l'Europe va vers la décarbonation, c'est-à-dire leurs principaux clients sont engagés dans une transition énergétique. Donc j'ai beaucoup parlé de l'hydrogène blanc. J'ai beaucoup parlé de l'hydrogène blanc et j'ai beaucoup parlé d'autres ressources, d'autres énergies vertes. J'ai parlé aussi de l'uranium. Aujourd'hui, je vais m'appesantir sur l'uranium parce que c'est une énergie qui est décarbonée. Elle est classée parmi les énergies vertes par le Parlement européen depuis 2022. Elle a le label vert. L'énergie nucléaire produite à partir de l'uranium est considérée comme une énergie verte par l'Union européenne parce que c'est une énergie décarbonée, mais elle n'est pas renouvelable. Et je vous ai dit que l'Asie centrale est une zone qui concentre une forte production d'uranium. Il y a aussi le Canada. Comment l'Europe peut développer des partenariats pour l'exploitation de cet uranium en vue de son industrialisation, mais aussi pour assurer les besoins domestiques. Parce que dans un pays comme la France, l'électricité, c'est-à-dire que 3/4 du mix énergétique dépend de l'uranium. Donc, ils ont choisi cette énergie avec d'autres qu'ils combinent avec d'autres énergies renouvelables comme l'éolienne. Ils sont en train de développer l'hydrogène blanc parce que c'est une énergie décarbonée, comme je disais, mais elle n'est pas renouvelable, c'est une ressource limitée. Donc, l'Asie centrale, actuellement, est un grand exportateur d'uranium vers des régions comme le Canada, l'Europe, les États-Unis, etc. Mais il y a le problème des conséquences environnementales parce que j'en ai un peu parlé, j'en ai parlé plusieurs fois. Je vous ai parlé jusque-là de la perturbation des sols. Je vous ai parlé de la libération de SO2 qui est hautement toxique. Mais je ne vous ai pas encore parlé de l'enfouissement des déchets nucléaires. Parce que ces déchets nucléaires-là, à 97%, ils ne sont pas toxiques. Mais il y a 3% qui sont toxiques. Et il faut des précautions, un enfouissement profond pour réduire les risques pour l'environnement et pour la santé des populations. Donc, c'est une industrie qui coûte cher parce qu'elle doit être entourée de nombreuses précautions parce que ces déchets radionucléaires, ils ont de nombreux risques, ils présentent de nombreux risques pour la santé, notamment les risques de cancer. Cela, tout le monde le sait. Mais on a développé une technologie, il y a une technologie qui s'est développée pour procéder à la fusion nucléaire, au lieu de la fission nucléaire, la fusion de noyaux de deutérium qui sont des isotopes de l'hydrogène pour réduire l'impact de l'industrie nucléaire sur l'environnement. Parce qu'en Asie centrale, il y a des anciens sites d'exploitation de l'uranium qui ont laissé beaucoup de déchets là-bas sur plusieurs années. Il y a des décennies et ces déchets continuent à être toxiques et exposent les populations locales, les communautés locales à des dangers graves pour leur santé. Parce qu'il suffit d'un accident pour que ces déchets contaminent les sols, l'air, l'eau et exposent à travers la nourriture par exemple
et même l'air aussi expose les populations à des risques graves pour leur santé, comme des risques de cancer. On a vu avec Tchernobyl, un accident qui s'est produit et qui a exposé les populations au risque pour la santé de ces déchets nucléaires, de ces radionucléides. Donc, l'enfouissement profond des déchets, des radionucléides, est la seule voie pour l'élimination de ces déchets issus de cette industrie. Mais on développe de plus en plus de technologies, comme j'en ai parlé, qui sont orientées vers la réduction des déchets de cette industrie. Et donc, l'uranium, l'énergie nucléaire reste une opportunité à saisir pour l'Europe, qui continue à développer des partenariats avec des régions comme les pays d'Asie centrale autour de la commercialisation de l'exploitation de cette énergie. Donc, je reviens à la carte du monde des ressources énergétiques et de leur impact sur la santé et l'environnement. L'objectif de cette carte du monde, c'est pour les décideurs politiques ou les industriels, pour qu'on sache exactement où sont les ressources énergétiques les plus polluantes pour la planète et pour la santé des communautés, des populations, des communautés locales, afin que là où se trouvent les ressources énergétiques les plus polluantes, parce que vous savez, la conférence des parties a mis en place un système, c'est une cagnotte de 100 milliards de dollars qui doit être financée par les pays les plus pollueurs. C'est-à-dire les pays les plus pollueurs doivent être les plus gros contributeurs pour financer cette cagnotte de 100 milliards de dollars par an qui doit servir à mener des actions pour renforcer la résilience et pour protéger les pays faibles, les pays à faible résilience, pour protéger leurs communautés locales contre les effets du changement climatique. Il y a aussi l'impact environnemental de ces industries-là sur la planète, sur la santé, sur les communautés locales. Donc, on saura où se trouvent les ressources énergétiques les plus polluantes pour la planète et les plus dangereuses pour la santé des populations, afin que cette disposition qui a été prise, il y a non seulement la cagnotte de 100 milliards de dollars pour laquelle les plus gros pollueurs doivent être les plus gros contributeurs, même si cette promesse n'est jamais respectée. Il y a aussi le financement des pertes et profits, qui est quelque chose, c'est un accord pour lequel les pays africains ont beaucoup milité. Donc, les pays à faible résilience doivent être aidés, leurs communautés locales doivent être aidées par les plus gros pollueurs de la planète. En même temps, les pays qui produisent, qui font des efforts pour produire des énergies vertes, il y a l'hydrogène blanc, il y a l'hydrogène vert, il y a l'hydroélectricité. J'en ai parlé en prenant pour exemple la Côte d'Ivoire, où 94% de la population a accès au réseau électrique grâce notamment à l'hydroélectricité. Mais il y a aussi l'éolienne, il y a l'énergie solaire, il y a de nombreuses sources d'énergie, il y a l'e-carburant. Ce sont des carburants de synthèse, c'est des énergies alternatives. Je vais en parler dans ma prochaine vidéo. Dans le cadre de coopération possible entre la Malaisie et un pays comme l'Autriche, qui développe de plus en plus l'hydrogène vert, l'exploitation de l'hydrogène vert pour produire de l'énergie. Et les e-carburants font recours à des matières premières comme l'azote ou l'hydrogène vert et d'autres matières premières, on va en parler, d'autres molécules pour produire des carburants de synthèse, du diesel, e-kérosène, e-diesel, e-carburant, tout ça. Et ce sont des énergies décarbonées, même si elles présentent aussi des inconvénients. Mais on va parler des collaborations, des coopérations possibles entre un pays comme la Malaisie qui a un potentiel en matière de ressources, de matières premières, par exemple l'azote, et d'avancées technologiques avec des pays qui ont un intérêt pour ce genre d'énergie alternative, des coopérations possibles, des coopérations scientifiques possibles pour renforcer ce axe, mais aussi pour faire émerger un monde plus équitable où les pays émergents ont aussi leur mot à dire, aussi leur carte à jouer. Donc voilà, la coopération scientifique peut être un axe. Mais revenons à ces pays pollueurs, ces pays les plus gros pollueurs qui doivent davantage mettre la main à la poche pour être les plus gros contributeurs, pour effacer ou en tout cas pour combler les conséquences négatives de leur activité industrielle sur la santé des populations et sur la planète. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi des solutions possibles. L'industrie du pétrole, par exemple, a de nombreuses actions RSE à mener. J'ai rédigé plusieurs propositions dans ce sens, on va en reparler, pour atténuer l'impact négatif de leur activité sur les communautés locales et sur
la santé, sur le climat et également sur l'environnement. Dans ce document, donc la carte du monde des ressources énergétiques et leur impact sur la santé et l'environnement va présenter d'une part les énergies vertes, l'hydrogène blanc, l'hydrogène vert, l'hydroélectricité, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'uranium, le lithium. Voilà, j'ai recensé ces 7 énergies vertes, même s'il y en a d'autres, mais ce sont les plus utilisées et les plus prometteuses. Je me suis focalisée sur ces 7. On va parler de leur impact sur l'environnement, de leurs avantages, la manière dont ils peuvent être développés, la géopolitique qui peut régir l'exploitation et la production de ces ressources, comment encourager les États. L'Union européenne est beaucoup focalisée sur l'hydrogène vert, mais aussi l'hydrogène blanc qui prend de plus en plus de place. Et il y a les énergies fossiles d'autre part, montrer leurs conséquences sur l'environnement, sur la santé des communautés locales, et afin que pour inciter les pays les plus gros pollueurs à réparer les conséquences de leur activité sur les pays qui à faible émission de carbone, qui subissent de plein fouet les conséquences de leurs activités, à aider les communautés à renforcer la résilience de ces pays, comment les aider à renforcer la résilience des populations qui vivent dans ces pays. Merci, c'était mon petit live d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.